Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle téléconférence de la Maison de l'Architecture du cycle Les Voix inédites. Une émission en direct sur le compte de Facebook de la Maison de l'Architecture d'Île-de-France. Ce matin, les collèges accueillent tous les élèves. Dans quelques jours, le télétravail sera de nouveau de mise. Ne sera plus de mise, pardon, le 9 juin, tout le monde pourra retourner travailler. Et nous voyons enfin le bout de cette crise sanitaire. Alors, dans ces derniers mois, nos logements ont été soumis à dure épreuve, aussi bien en tant qu'habitants, architectes, mais aussi promoteurs, bailleurs. Et nous sommes tous conscients que nous ne pouvons plus faire les logements comme avant. Mais comment? Quelles leçons tirer de cette période du Covid? Alors, pour en parler, je viens d'inviter Catherine Sabat, déléguée générale d'Idéal. Catherine Sabat, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est alors Idéal, juste en deux mots? Un peu plus de deux, c'est l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement. Donc, c'est un think tank qui a été créé il y a un peu plus d'un an maintenant et qui a pour vocation à la fois de financer de la recherche autour du logement et de l'habitat. Il y a beaucoup de think tanks qui s'occupent de la ville, mais pas spécifiquement du logement. Et puis, de dispenser des formations, donc avec un cycle de formation qui va commencer au mois de septembre et qui a pour objet justement d'expliquer peut-être ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer les politiques publiques et les pratiques privées. Donc, c'est très ambitieux, un peu prétentieux, mais nécessaire. Non, je pense que c'est ça, on va le voir d'ailleurs aujourd'hui. Alors justement, décrypter les mécanismes de la fabrication des espaces habités, c'est ce qui vous anime, que ce soit en ville ou à la maison, du plus partagé au plus intime. Beaucoup vous ont connu comme journaliste, hein, vous étiez notamment aux Échos et dans de nombreux autres journaux. C'est une profession que vous avez exercée pendant plus de 10 ans. Vous êtes aussi co-auteur de plusieurs ouvrages, Questions à toit multiples, ça déménage dans l'aménagement, L'inventaire des réinventés, L'immobilier pour les nuls et diverses monographies. Hein. Vous avez aussi animé le blog La République de l'Architecture. Vous avez présidé l'Association des journalistes de l'habitat et de la ville, donc AGIPAT. Vous avez travaillé aussi pour le German Marshall Fund, hein, sur les Smart Cities aux États-Unis et en France. Et vous avez été en 2019 commissaire de l'exposition Hôtel Métropole au pavillon de l'Arsenal à Paris. Après avoir beaucoup raconté les histoires des autres, vous avez créé l'idéal, hein, que vous vous présenter en deux mots, pour agir cette fois. Et aujourd'hui, vous êtes ici en tant que délégué général. À ce titre, vous avez lancé, au lendemain du premier confinement, une grande consultation afin de mesurer le rapport des Français à leur domicile et assigné à résidence et au télétravail. Qu'en a-t-on tiré? Et c'est le sujet de notre Voix inédite d'aujourd'hui. Comme toujours, je vous rappelle que vous pouvez adresser vos questions à notre invité en les écrivant en commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir de lui transmettre. Alors, ma première question, Catherine Sabat, c'est pouvez-vous nous expliquer en quoi consistait cette consultation? Alors, c'était un sondage qu'on a lancé très vite après le confinement, donc en mars 2020, au moment où on s'est tous retrouvés dans cette situation totalement inédite d'être enfermés à la maison 23 heures sur 24, et puis ça a duré 55 jours. Donc, on s'est dit, bah voilà, situation inédite, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Là, il y a une expérience in vivo, peut-être qu'il y a des choses à comprendre. Et donc, on a, avec les moyens du bord, parce qu'on n'est pas l'INSEE, parce qu'on n'est pas non plus un institut de sondage, on a créé un questionnaire qu'on a diffusé aussi avec les moyens du bord, donc via les réseaux sociaux, via des fichiers d'entreprise de nos partenaires, avec toutes les bonnes volontés qui ont bien voulu nous aider. Et on a réussi à récolter 8000 réponses qu'on a ensuite analysées en redressant les échantillons et en faisant appel à quelques aides de statisticiens pour ne pas raconter n'importe quoi. Et ces 8000 réponses nous ont quand même donné des informations très intéressantes sur la manière dont les Français, les jeunes, les moins jeunes, les propriétaires, les locataires, tout ça, on avait essayé de renseigner tout ça, avaient vécu cette période et comment ils avaient fait de leur logement un atout ou est-ce qu'au contraire ça avait été un handicap, comment ils avaient aménagé, comment ils avaient travaillé, puisque finalement on s'est retrouvé dans des lieux, enfin tout le monde, hein, et tout le monde l'a expérimenté, donc ce que je vais dire c'est quelque chose que tout le monde sait, dans des lieux où il fallait tout faire
et tous ensemble, alors que ces lieux ne sont pas faits pour ça. C'est-à-dire que normalement, un logement, ben, on y passe un certain temps, on s'y succède, on n'y est pas toujours tous ensemble, on n'y travaille pas, ou en tout cas pas tout le temps. Et puis, il y a tous les espaces extérieurs urbains qui peuvent servir d'extension au logement. Donc, on peut aller manger dehors, on peut aller faire du sport, on peut aller se distraire. Bien sûr, on sort pour travailler, on sort pour aller à l'école, etc. Et du coup, le logement n'a pas besoin de remplir toutes ces fonctions. Or, subitement, il devait le faire et ça a été problématique parce que ben, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et donc, on a appris de cette étude pas mal de choses qui nous ont renseigné aussi sur ce qui manquait. En fait, peut-être qu'il y avait l'analyse en plein et puis il y avait l'analyse en creux qui était intéressant. Donc, on peut détailler quelques résultats si vous voulez. Ah oui, avec plaisir. Alors, Donc, par exemple, il y a des choses sur la surface, évidemment, sur le sentiment de solitude déjà et le sentiment de relation avec les voisins. Donc, on avait 11% des répondants qui ont rendu leur logement responsable du malaise qu'ils ressentaient pendant cette période. Et puis, 92% de ces mécontents, entre guillemets, vivent en appartement. Alors, le fait de vivre dans un logement collectif, ça n'a pas nécessairement un impact négatif sur le ressenti, puisque près de 45% des confinés heureux habitent aussi dans ce type d'immeuble. Mais cependant, quand le mauvais ressenti de la période est attribué au logement, il est presque toujours dans l'habitat collectif. Donc ça, c'était un premier résultat quand même assez intéressant et assez fort. Ensuite, on avait un résultat sur la surface et le ressenti du confinement en fonction de la taille du logement. Donc là, évidemment, on voit bien que 80% des gens qui habitent dans des surfaces supérieures à 90 mètres carrés considèrent que leur logement est un atout. Et puis, ça diminue évidemment avec la surface. Et l'inverse est vrai aussi. Alors, évidemment, on nous a dit aussi, bah, vous enfoncez des portes ouvertes, c'est sympa, mais tout ça, on le sait, etc. Alors, premièrement, c'est peut-être mon vécu et mon expérience de journaliste, mais c'est que les choses sont toujours plus claires quand on les dit, donc ça va mieux en le disant. Et donc, ça ne me dérange pas du tout d'enfoncer des portes ouvertes quand c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. il y a un truc qui est Donc, intéressant dans ce graphique, justement, c'est que le croisement des deux courbes se situe, j'allais dire, après, à peu près au niveau de peut-être un peu moins de 50 mètres carrés, on va dire. voilà. Donc, Donc alors, 48 mètres carrés, c'est vrai. Le ça logement paraît pas qui est. non ça paraît pas non plus une taille très, très importante, hein. Ouais. C'est-à-dire que ça correspond à peu près à ouais, 50 mètres carrés, c'est un grand deux pièces, un petit trois pièces, quoi. Donc, et puis après, ça dépend évidemment de quoi on parle, de quelle ville on vient, etc., etc. Mais bon, moi, je trouve que ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est surtout le croisement. Enfin, c'est pas le point de croisement, c'est les deux inflexions des courbes qui sont presque exactement inverses, quoi. Voilà. Alors ensuite, on a évidemment parlé des espaces extérieurs, puisque quand on est en confinement, ce qui manque, et évidemment, c'est extrêmement fort quand on ne peut pas sortir, eh ben, on a évidemment envie de sortir, soit sur son balcon, soit à l'extérieur, soit dans un jardin, soit sur une terrasse. Donc là, on voit que parmi ceux qui vivent mal leur logement pendant le confinement, 86% vivent dans des appartements, dont 66% sans espace extérieur. Donc après, si on va un peu plus loin que le sondage, et en fait, tous les résultats sont sur le site idéal.fr, et il y a une analyse qui est quand même un peu plus poussée que juste ces schémas-là. Et si on regarde ce que dit l'INSEE, par exemple, la quasi-totalité des maisons construites après 75 disposent d'un jardin. Dans l'habitat collectif, un appartement sur deux dispose d'un balcon ou d'une loggia et près de 4 logements sur 10 disposent d'espaces extérieurs partagés entre les habitants d'une même résidence. Encore une fois, il faut apporter des nuances à ça parce que au-delà du deux pièces, c'est assez fréquent d'avoir des terrasses, des loggias, des balcons. En revanche, les T1 et les T2 n'en disposent quasiment jamais. Donc, ça veut dire que pour ces petites surfaces, il y a une double peine parce qu'on ne peut même pas non plus aller à l'extérieur. Et voilà, c'est aussi des interrogations qui vont se poser à l'avenir sur la manière dont on fabrique le logement. Ensuite, on s'était intéressé, je vais aller vite parce qu'on ne va pas passer tout le sondage, mais on s'était intéressé au travail. Bon, je vous disais, il fallait travailler à l'intérieur.
Et là, on s'aperçoit aussi qu'il y a très peu de gens qui disposent d'une pièce entière pour travailler, bah, d'autant plus quand tout le monde est à la maison, mais que du coup, il y a des conflits de territoire qui se font jour. Donc, on partage la table de la cuisine, la table de la salle à manger, la table à repasser, le dressing. Enfin, tout le monde a sorti ses solutions et son système D pour réussir à s'installer correctement. Mais vous voyez que la pièce privilégiée pour télétravailler, c'est le salon, ça veut dire partagé, c'est la chambre, ça veut dire pas forcément bien installé, c'est la cuisine, ça veut dire aux dépens d'autres activités. Et beaucoup nous ont dit aussi que finalement, pour pas avoir bougé tous les dossiers, les ordinateurs 3 fois par jour, bah, finalement, ils prenaient plus leur repas dans la cuisine, ni forcément sur la table qui était prévue pour ça. Donc, voilà, changement d'habitude. Alors, si on va un peu plus loin, enfin, non, mais peut-être que je vais vous laisser me poser les questions parce que… Non, mais moi, j'ai une question qui est, enfin, c'est plutôt une réflexion, c'est qu'on a l'impression que finalement, pour des logements qui font moins de 48 mètres carrés, on va dire 47, 48, sans espace extérieur, c'est assez pénible. On cumule tous les mauvais côtés du logement. Donc, est-ce Alors, que c'est en pas, fait, on concentre tous les mauvais côtés du logement et on peut même en rajouter, imaginons que l'appartement en question, parce qu'il est petit, il est mono-orienté, que la cuisine est au fond du salon parce qu'il n'y a pas la place d'avoir une pièce entière. Enfin, vous voyez qu'on cumule effectivement. donc en gros, c'est vrai une personne seule ou bien un couple, même quand ils vivent dans un petit logement, c'est pénible de vivre un confinement et par extension, c'est pénible de vivre tout simplement. Et ça peut amener à des réflexions. Je ne sais pas, par exemple, est-ce que le principe de petit logement est viable? Tout simplement, quand on vit en couple ou seul, est-ce que c'est intéressant de vivre dans un petit studio, un petit deux pièces? Je sais qu'il y a beaucoup de gens, et on le voit à travers l'étude, ceux qui ont le plus subi le confinement, c'est ceux qui vivaient seuls ou en couple dans un petit appart. Alors, soit eux, soit au contraire, les personnes qui vivaient à trop nombreux dans des surfaces trop petites. Donc, la PUR a montré dans une étude aussi qu'en Île-de-France, il y a quand même près d'un tiers des logements qui sont considérés comme surpeuplés, c'est-à-dire qu'il y a plus d'une personne par pièce dans l'appartement. Et ça, ça a eu des conséquences extrêmement graves, puisque des études ont montré depuis que les conséquences sanitaires et la surmortalité avaient été explicites et prouvées dans ces endroits-là. Donc, enfin, tout ça pour dire que le logement, c'est plus qu'un ressenti aussi. Ça peut être un objet, quand il est mal adapté, de mauvaise santé, de, de mauvaise santé psychique et sanitaire aussi. On a vu aussi que, qui est évoqué dans cette étude, le besoin, en tout cas l'envie, d'avoir des espaces partagés, extérieurs partagés. Ça, c'est intéressant parce qu'on pourrait considérer que effectivement, les studios, on ne va pas faire un balcon de 10 mètres carrés à chaque studio. En revanche, si on pouvait commencer à imaginer des espaces partagés collectifs, ça répond à une envie de vivre ensemble. C'est un peu ça aussi que les gens ont découvert à travers ce confinement, c'est la distanciation sociale a été très mal vécue. Et aujourd'hui, on le voit, le succès des terrasses, le succès de retour comme ça à la vie, c'est surtout ce besoin de vivre ensemble. Est-ce qu'il y a une observation? Est-ce que c'est nouveau, ce point-là? Alors, moi, je ne pense pas que ce soit nouveau parce que si on regarde un petit peu l'histoire et puis des projets qui datent des années 70, qui datent d'une époque où l'utopie était peut-être plus présente qu'aujourd'hui, il y avait ces idées d'espaces partagés, d'espaces communs, qui souvent ont périclité parce que personne ne les prenait en charge, et qu'il y avait des Ouais. problèmes de gestion et que du coup, certaines terrasses ont été fermées, certaines coursives ont été considérées comme des lieux dangereux. Enfin bon, c'était pas forcément lié à l'architecture. Aujourd'hui, on reconsidère tous ces espaces et effectivement, le confinement semble, dans la pensée des concepteurs, que ce soit les architectes, que ce soit les bailleurs sociaux, que ce soit les promoteurs, de les multiplier, ces espaces. Alors, il faut juste faire attention à ce que ces espaces extérieurs ne soient pas une compensation de la petitesse des espaces intérieurs. Parce que on est en train de faire une étude là, idéale sur la qualité des logements.
On verra ce qu'il en sort, mais il apparaît, et ça c'est l'INSEE qui le dit, qu'en Île-de-France, en tout cas, on a perdu 10 mètres carrés dans les immeubles collectifs et dans les appartements en une vingtaine d'années. Donc, est-ce que le risque, ce n'est pas de proposer une terrasse collective, une chambre d'amis supplémentaire, un espace de coworking, etc., pour pallier le fait qu'on fait et on vend des appartements plus petits? Pourquoi pas? C'est-à-dire, c'est peut-être mieux que rien. C'est peut-être mieux que rien de pouvoir avoir accès à ces espaces-là. Mais je pense que l'espace privé est quand même extrêmement important et extrêmement désirable. Après, ça n'empêche pas d'avoir envie de partager. Et effectivement, le confinement et puis peut-être je ne vais pas parler de mode, mais peut-être une envie ou peut-être d'autres modes de vie font que ces partages deviennent quelque chose de valorisant pour un immeuble. Quand il y a une terrasse Alors, partagée, avant, on avait une espèce enfin, de dichotomie entre espace public et espace privé. Il ne fallait pas parler d'espace semi-privé, semi-public. Ça a toujours été assez mal vu, on va dire, chez les architectes ou même chez les maîtres d'ouvrage. Mais aujourd'hui, on a un peu découvert la qualité de ces espaces-là. On a vu dans certaines résidences toute une vie se mettre en place à travers ces espaces qui sont pas vraiment, qui sont privés, mais plutôt à usage collectif ou semi-public. Et il y a toute une réflexion qui est en train de naître autour de la redécouverte de ces espaces un peu mi-public, mi-privé, qu'il faut encore qualifier, qui ont été très utilisés, on va dire, qui ont disparu, on va dire, avec l'architecture moderne, on va dire. Hein. Euh, et donc, c'est un peu cette tendance-là qui, on dirait, qui revient, cette nouvelle forme d'espace semi-public, semi-privé. oui, alors, il faut d'abord dire que ce n'est pas semi-public, semi-privé, c'est public ou privé. Dans leur statut juridique est très clair. Voilà. Donc, vaut mieux dire espace privé d'usage collectif, parce que ce Voilà. n'est pas d'usage public non plus. Mais une fois qu'on a dit ça, effectivement, il y a beaucoup de réflexions là-dessus qui correspondent à des souhaits, à une demande qu'on perçoit. Effectivement, on a l'impression que les gens ont envie de plus partager, de plus vivre ensemble, peut-être de faire des jardins potagers ensemble, euh, mais je persiste à dire qu'il y a aussi une contrainte économique, c'est-à-dire que là où dans les années 70, il y avait une volonté sociale affirmée et que je qualifiais tout à l'heure d'utopique, je crois qu'aujourd'hui, il y a surtout l'impossibilité d'avoir chacun pour soi et donc l'acceptation qui devient peut-être un désir de partager. Donc, est-ce que c'est bien de sortir de l'égoïsme en disant bah, je ne peux pas l'avoir pour moi, donc je vais le partager? C'est un peu le principe du co-living aussi, ces immeubles Voilà. dans lesquels on a une petite partie privée et une grande partie qu'on partage avec les autres et avec d'autres qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs et qui sont amenés à évoluer un peu comme dans un hôtel. Donc, il y a peut-être cette prise de risque aussi dans l'habitat, c'est-à-dire de dire, bon, bah, je vais partager avec mon voisin et peut-être que ça peut provoquer des voisinages un peu plus fructueux, un peu plus riches, un peu plus solidaires, etc. Cela dit, ça dépend du type de copropriété, ça dépend du type d'immeuble dans lequel on vit. J'ai envie de dire, à la rigueur, selon l'étude, il y a bon, les grands logements, les maisons individuelles, dire ça ne pose pas un grand problème. Les grands logements avec une belle terrasse, tout ça, c'est pas concerné par le sujet. Tout ce qui nous concerne, finalement, c'est les petits logements inférieurs à 40-45 mètres carrés. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de se dire, dorénavant, tous ces petits logements, il faut les faire autrement. Il faut systématiquement les penser avec une forme de collectif et ne plus faire des résidences avec des petits T3 et des petits T2, quoi. Alors, je pense que pas mal de gens réfléchissent à cette question-là. Après, il ne suffit pas de le vouloir. C'est-à-dire que finalement, le parc de logements dans lequel on vit aujourd'hui et qui est produit aujourd'hui, c'est-à-dire si on prend la production contemporaine depuis une vingtaine d'années, elle est quand même extrêmement
encadré et extrêmement dirigé par un certain nombre de politiques publiques et par l'organisation économique d'une industrie immobilière qui est faite de grands groupes qui ont pour habitude, sinon réflexe, de standardiser leur production, qu'ils appellent non plus des logements, mais des produits résidentiels. Enfin, le terme est quand même assez explicite. Et finalement, de construire un peu dans toute la France la même chose. Donc, ces politiques publiques, c'est des politiques de soutien à l'accession à la propriété, c'est des politiques d'encouragement à la production de logements locatifs via la défiscalisation. C'est des politiques de vente en l'état futur d'achèvement. Donc, ça veut dire qu'un promoteur, il vend son programme avant de le concevoir et donc il faut qu'il aille vite parce que sinon ça lui coûte très cher. Enfin, il y a tout un tas d'étapes comme ça qui font qu'on arrive à des logements qui sont, comme l'écrivait Sybille Vincendon dans un article de Libération il n'y a pas longtemps, petits et mal foutus. Voilà. Et pourquoi les logements neufs sont petits et mal foutus? En fait, elle écrivait cet article à l'issue d'une conférence qu'on a donnée avec un chercheur qui s'appelle Alexandre Néagou et qui fait sa thèse là-dessus. Pourquoi les logements sont petits et mal foutus? Pour tout un tas de raisons économiques qui font que les plans sont plus simples, que les petits logements sont plus faciles à vendre que les grands parce qu'ils sont moins chers et que ça fait prendre moins de risques aux promoteurs, parce que la défiscalisation, ça correspond à des investissements de 300 000 euros, donc à 6 000 euros le mètre carré, ça fait 50 mètres carrés, et donc je ne vais pas acheter plus grand puisque je ne peux pas défiscaliser plus. Voilà, il y a tout un tas de raisons qui sont quand même très, très bien ancrées dans le paysage immobilier, et je parle là du paysage immobilier parce qu'on parle d'économie et de finance, qui font que le paysage architectural, c'est-à-dire ce qui est fabriqué, est de qualité parfois médiocre. Donc, il y a des choses à réformer probablement là-dedans, il y a des choses à exiger, il y a des conditions de qualité, par exemple, qui peuvent être meilleures. Alors, ça existe, hein, il y a des villes qui, par exemple, instaurent ce qu'on appelle des chartes promoteurs, c'est-à-dire qu'un aménageur ou une collectivité encadre fortement la qualité des logements en exigeant une taille minimum de certaines typologies, en exigeant des gabarits particuliers, en exigeant que tous les logements soient traversants, en exigeant qu'ils soient bien éclairés. Enfin, il y a tout un tas de prescriptions architecturales qui vont au-delà des documents d'urbanisme et qui permettent normalement, qui devraient permettre normalement d'avoir des logements de meilleure qualité. Et par exemple, ces chartes, il y en a beaucoup maintenant qui exigent un espace extérieur, une terrasse en toit accessible, etc. Et c'était un peu la question, c'est est-ce que vous n'avez pas peur qu'on revienne un peu très vite sur nos vieilles habitudes? Mais on les a pas perdus, hein, les vieilles habitudes. C'est-à-dire que je crois qu'il n'y a pas eu le temps entre l'année dernière et aujourd'hui pour vraiment révolutionner tout ça. Alors, certainement pas en termes de politique publique ni en termes d'économie du secteur. Après, en termes de conception, c'est vrai que j'ai jamais entendu autant de promoteurs dire bon, ben, peut-être qu'on est allé un peu loin dans la compacité des logements. Alors, la compacité, c'est le joli mot pour dire que c'est trop petit. Euh, Enfin, moi, mon analyse, c'est de me dire que ces professionnels-là, ils sont retrouvés aussi, comme tout le monde, le nez dans leur logement pendant 55 jours et que peut-être qu'ils se sont aperçus de la manière dont on vivait dans un logement quand on était obligé d'y passer tout son temps et qu'on n'avait plus toutes les soupapes extérieures qui permettaient d'en sortir. Et là, peut-être qu'ils se sont dit que, vous voyez, une chambre d'enfant, il fallait pouvoir y mettre une armoire et un bureau et un lit et pas avoir à choisir entre deux de ces éléments, qu'une pièce bureau, c'était pas forcément superflu, que l'éclairement naturel, c'était quand même très important, que le fait d'avoir une cuisine qui puisse se fermer, même si on la conçoit ouverte, mais qui puisse se fermer parce qu'elle a une fenêtre, c'était peut-être quelque chose qui pouvait être intéressant dans l'adaptabilité. Donc, il y en a beaucoup aujourd'hui qui réfléchissent justement à cette adaptabilité, en tout cas qui vendent leur logement ou leur conception comme telle, et qui, oui, peut-être ont une conscience un peu plus grande, disons, de ce qui est plus agréable à vivre. J'ai une petite question sur Facebook là, de Guillaume Sicard, que je pose maintenant parce elle est dans le sujet. Pourquoi ne pas parler de mètre carré heureux? Donc, en proposant par exemple la règle suivante, l'obligation d'un carré de 4
par 4 mètres dans les salons. La question n'est sans doute pas la compacité des logements, mais leur générosité. Alors je suis absolument d'accord. Moi, je trouve que l'étalon mètre carré, il faudrait le revoir et ne plus lier systématiquement la valeur du logement, en tout cas son prix de vente, à ce nombre de mètres carrés. Et par exemple, nous, on est en train de mener une étude sur justement 20 ans de production contemporaine et on a bâti un référentiel de qualité qui nous permet de voir comment on peut circuler dans l'appartement. Et ce carré de 4 mètres par 4 mètres, c'est grand quand même, mais C'est un minimum quand même. oui, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on a une entrée, ensuite un salon qui dessert toutes les pièces, il faut forcément passer par ce salon Voilà. pour accéder aux autres pièces. Et donc, on ne peut pas le meubler comme si, il y avait un couloir à côté qui permettait de ne pas le traverser en permanence. Et c'est vrai que ces mètres carrés heureux ou ces mètres carrés, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, peut-être qu'il faudrait aussi calculer des volumes, peut-être qu'il faudrait calculer des mètres carrés éclairés, des mètres carrés naturellement éclairés, des mètres carrés accessibles, des mètres carrés meublables, enfin voilà, des choses comme ça qui effectivement seraient beaucoup plus intéressantes pour calculer, pour estimer ou pour évaluer ou pour comprendre la valeur d'un logement, la valeur d'usage, la Ouais, valeur tout à fait. Ouais. d'habitat. Ouais. Et alors, c'est vrai que vous avez commencé à en parler, ces nouveaux désirs, voire besoins en matière d'habitat changent complètement l'économie de l'immobilier. Est-ce qu'on serait prêt à faire, je ne sais pas là, qui passerait à la caisse dans l'histoire? Est-ce que les promoteurs pourraient trouver une nouvelle économie à faire des logements plus adaptés? Est-ce que finalement c'est le prix de l'immobilier qui devrait monter pour s'adapter à ces nouveaux besoins? Est-ce que c'est des aides? Est-ce qu'il y a quelque chose à changer dans l'économie de l'immobilier pour atteindre ces nouveaux objectifs? Sûrement, sûrement. Moi, j'essaye, à Idéal, on essaye de travailler là-dessus aussi, avec des professionnels d'ailleurs, mais quand on regarde un bilan de promoteur, qui est l'opération qui consiste à- à additionner toutes les charges qui permettent enfin, toutes les charges nécessaires à la construction d'un logement, et puis ensuite on enlève, enfin on prend ce qui reste pardon, excusez-moi, on prend le prix de sortie d'un logement sur un marché, on en enlève toutes les charges de construction, donc coûts de construction, honoraires divers et variés, etc. Et puis il reste le prix qu'on peut consacrer au terrain. Et en fait, ce terrain, les promoteurs nous disent, oh là là, mais le prix du terrain, c'est ce qui monte tout le temps, etc. C'est ça qui nous plombe, c'est une variable sur laquelle on ne peut rien. Et du coup, comme l'enveloppe générale n'est pas élastique, eh ben, c'est le reste qui trinque. Quand le prix du foncier monte, le reste trinque. Bon, alors, on pourrait dire que des villes ou des propriétaires privés, d'ailleurs, restreignent le prix du terrain. Alors, il y a des villes qui le font en restreignant aussi le prix de sortie et le prix de vente des logements. Euh, on pourrait taxer la plus-value de vente des terrains. Enfin, il y a plein de choses qui pourraient être faites, qui ne le sont pas d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est une variable sur laquelle il est difficile de bouger. En revanche, si on regarde cette fameuse addition ou soustraction, ça dépend dans quel sens on la prend, on s'aperçoit que les honoraires de commercialisation, c'est-à-dire le prix qui est donné aux vendeurs de logements, parfois, et souvent même, il est plus élevé que les honoraires de maîtrise d'œuvre. Ah, bien Ça veut sûr. dire qu'on Payant. dépense plus d'argent pour vendre ces logements que pour les concevoir, ce qui quand même paraît dingue. Alors, on peut répondre que si on ne les vend pas, ce n'est pas la peine de les faire, mais on pourrait aussi dire que s'ils étaient mieux faits, on les vendrait mieux et on n'aurait pas besoin de payer des commercialisateurs très Ouais. chers pour les vendre. Bon, la vente n'étant pas forcément quelque chose de très facile, hein, je ne dis pas ça, mais en tout cas, voilà, il y a des postes qu'il faut peut-être ventiler autrement dans ce fameux bilan. Il y a des frais financiers qui coûtent très cher. Il y a la marge du promoteur qu'on a toujours tendance à présenter sur l'opération générale, mais en fait, c'est une marge sur fonds propres. Donc, comme les fonds propres ne sont pas énormes par rapport à ce qui est emprunté, c'est une marge qui est quand même très confortable. Et d'ailleurs, même quand les logements se vendent moins comme en ce moment, pour l'instant, on n'assiste pas à une crise de la promotion immobilière et de toute façon, quand on y assiste, l'État vient à leur secours et par un dispositif de rachat de programmes ou de défiscalisation, etc., il vient quand même soutenir
de façon très, très forte cette Sûr. profession. Donc, oui, il y a probablement des choses à faire, des choses à réorganiser. Moi, je n'ai pas encore trouvé quoi, mais je cherche. Alors, on a une question de Stéphane Dedour qui concerne un peu ce sujet. Merci pour ces données et projections que les architectes tendent à défendre depuis des années. C'est vrai que ça rejoint, ça ne fait que confirmer aussi pas mal de préoccupations. Et ce confinement, finalement, a donné raison aux architectes. Mm. Un point. Et pas que. Des bailleurs qui défendent aussi. Mais dans quelle mesure le confinement et les leçons que vous en tirez réformeront la conception du logement? Est-ce que, pour le dire autrement, est-ce que de la manière politique, on ne pourrait pas aussi réformer le logement pour qu'il soit plus résilient à ce type de crise? Alors, que le logement soit résilient à ce type de crise, ça veut dire que ce serait l'espace construit qui s'adapterait de manière plus intelligente à ce type de crise si elle se reproduit. Parce qu'effectivement, quand on réfléchit au logement post-Covid, on ne réfléchit pas au logement euh, en se disant qu'on est sorti de cette crise, mais plutôt au logement qu'on devrait fabriquer parce qu'on sait que cette crise, elle peut désormais arriver. Par exemple, ou alors sinon, pour le dire autrement, c'est-à-dire que ça pourrait être est-ce que les architectes ou les professionnels ne pourraient pas utiliser cette crise pour justifier tout ce que les architectes défendent depuis des années? Mais si, et alors, mais qui se mobilisent, qu'ils le fassent. Moi, je les entends pas beaucoup en ce moment, Ouais. mais au contraire, moi, je serais même prête à les soutenir. Moi, j'étais jury j'étais jurée dans un jury de concours organisé par une agence qui n'est pas tellement spécialisée dans le logement, qui est Valo d'Épistre, et qui a fait un concours qui s'appelait Habiter demain. Pardon, adressé à des jeunes. Et en fait, ce qui était très intéressant de voir, donc c'était des jeunes qui n'étaient pas encore installés, c'est qu'ils avaient totalement intégré des choses qui sont des leçons du confinement. Donc, il y avait, par exemple, bon, il y avait ces espaces collectifs, mais qui pouvaient être d'une certaine manière décollectivisés, puisqu'on a vu qu'avec le confinement et surtout le virus, ces espaces collectifs n'étaient plus utilisables tous ensemble. Il y avait des sas dans les logements. C'était des sas, des sortes de sas de désinfection. Enfin, c'était poussé un peu loin, mais il y avait des pièces qui étaient des pièces non attribuées et qui étaient des manières, enfin des petits endroits pour s'isoler. Et en fait, ce que je trouve aussi une belle leçon du confinement et que beaucoup d'architectes connaissent très bien, c'est que le logement, c'est un endroit où on doit pouvoir se rassembler, mais aussi s'isoler, se croiser, mais aussi s'éviter. Et voilà, c'est peut-être que euh, cette période qui nous a tous poussés les uns contre les autres, enfin, qui nous a distanciés des uns et en même temps rapprochés d'autres dans les familles, hein, ou dans ceux qui vivaient ensemble en tout cas, donne aussi évidemment l'envie parfois d'être seul, quoi. Ouais. Donc il faut prévoir ces espaces. Euh, donc voilà, et puis aussi ce qui était très intéressant dans ce concours, c'était, et notamment parce que c'était des jeunes, c'était qu'il y avait très peu de grands appartements. Et donc, comme si ces jeunes avaient enregistré l'idée, avaient assimilé l'idée que de toute façon, ils seraient voués à vivre dans des petits appartements, d'où l'importance aussi ensuite du partage et des espaces collectifs, donc soit à l'échelle du bâtiment lui-même, soit à l'échelle du quartier. Parce que aussi, euh, ça nous a dit des choses aussi sur la manière de vivre avec des extensions urbaines auxquelles on a accès ou pas accès. Et il y a eu beaucoup de littérature sur la ville du quart d'heure. C'est sympa la ville du quart d'heure, mais sauf que c'est la ville du quart d'heure pour certains. Et pour que certains puissent profiter de la ville du quart d'heure, ben, il y en a beaucoup qui doivent se lever très tôt le matin ou rentrer très tard le soir chez eux et faire beaucoup de trajets. Justement, c'était l'une de mes questions. On a vu que c'est un impact sur le logement, mais c'est aussi un impact sur la ville. Je dirais même un impact énorme. Euh, quel, euh, quel est l'impact de cette crise, et en fait, ce qui était révélé par cette enquête, sur la manière d'aménager le quartier?
Alors, j'ai lu il n'y a pas longtemps le mot démobilité. Ça m'a un peu surprise, mais voilà, c'était dans un article sur l'urbanisme, la nouvelle façon de faire la ville, etc. Et ça avait un rapport donc, avec le fait que le télétravail nous a donné la possibilité de ne plus se déplacer pour travailler, pas forcément tout le temps, mais en tout cas plus souvent qu'avant. L'idée aussi de ne plus forcément faire de grands trajets pour aller travailler. L'idée de ne plus forcément construire des grands paquebots de 5, 10, 20, 30 000 mètres carrés dédiés uniquement au travail et au tertiaire notamment. Donc ça, c'est, enfin, je sais qu'il y a encore des grands projets qui sont en cours et qui vont se construire, mais peut-être qu'il faudrait se poser la question de savoir si ces mètres carrés vont être bien utilisés, tout le temps utilisés, et s'il n'y a pas d'autres organisations possibles sans forcément jeter à la poubelle les immeubles de bureaux parce que le télétravail 24 heures, enfin 12 heures sur 24, c'est pas non plus tout à fait bon pour la santé de quiconque. Donc, évidemment qu'il y a des choses à repenser sur la ville et que ça, enfin, ça englobe tout. C'est-à-dire qu'il y a une question politique et puis il y a une question écologique aussi. C'est-à-dire que si on se déplace moins, il y aura aussi moins de pollution, il y aura aussi moins d'infrastructures à construire. Enfin, si on y réfléchit bien, ça remet tout en cause, mais c'est tellement vaste que pour l'instant, moi, je m'attache surtout au logement parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup à faire. Alors, Mais il y a le quelque... logement, pardon, excuse-moi, tout à l'heure, je disais les espaces extérieurs ou partagés. L'idée d'avoir un espace de coworking, comme ça avait déjà commencé un peu, mais un espace de coworking à l'échelle de son immeuble ou à l'échelle de son quartier et qui permet 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, de ne pas aller travailler à son bureau quand il est loin, mais néanmoins de ne pas avoir à rester chez soi parce que on n'a pas forcément la place ou pas forcément l'envie, ça peut être quelque chose d'intéressant et ça peut être aussi une manière de recycler des espaces tertiaires ou commerciaux qui n'ont plus une fonction qu'ils avaient avant. Justement, ça rejoint une question de Guillaume Sicard. La ville, ce n'est plus seulement habiter et transiter, c'est avant tout partager, sachant la raréfaction des réserves foncières dans les zones tendues. Ne devrions pas interroger l'espace public par leur rapport au logement. Hein, donc, ils pensent notamment au potentiel du réseau viaire à Paris. Ça rejoint un peu cette idée de dire euh, l'espace public commun, il est déjà là. En fait, hein. Il n'y a pas besoin de créer un nouvel espace semi-public ou semi-privé, ou en tout cas, il y a un espace public qui existe là, mais qui n'est pas forcément utilisé, quoi, d'un point de vue, il sert à transiter, il sert à se déplacer, mais est-ce que ces espaces-là ne peuvent pas aussi des espaces à partager? Bah, ils ont quand même été bien, en tout cas à Paris, ils ont quand même été bien mis à profit avec toutes les terrasses qui se sont installées sur les places de Ça, c'est stationnement, sur vrai. les Ouais. trottoirs, etc. C'est bien De un manière nouvel sauvage, usage presque. Hein. Ouais. Pardon? Presque de manière sauvage, mais ouais. Ouais, ou Autorisé. enfin, qui s'est organisé après, puisque maintenant, je crois que ça devient payant en plus pour les Ouais. commerces. Donc, la ville y trouve son compte aussi. Mais oui, évidemment qu'il y a bien une histoire de partage. Il y a une histoire de partage des trottoirs. Il y a une histoire de partage des circulations avec des mobilités plus ou moins douces, etc. Mais après, la question se pose de savoir comment elle est organisée. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est organisée par la collectivité qui a une sorte de fonction régalienne sur l'espace public ou est-ce qu'elle est organisée en laissant les riverains prendre la main sur un espace public qui ne sera plus forcément aussi homogène, disons, mais après tout, c'est pas forcément un problème. Voilà, la question, je pense, c'est là où on met la règle. Mais en tout cas, il y a des espaces, enfin, en ce qui concerne l'espace partagé non utilisé, il y a sans doute, oui, des gisements d'espaces mal utilisés, sous-utilisés, dont on pourrait faire quelque chose. En sachant que ça fait quand même jaser pas mal de gens, on le voit, pas mal de gens qui sont assez opposés à tous ces réaménagements de place ou ces appropriations des pieds d'arbres, par exemple, permis de Il faut végétaliser, dire qu'il etc. y a du folklore hein, quand même. Mais... non, mais je pensais par exemple à des espaces privés qui sont par exemple des espaces dans des copropriétés ou des parkings qui ne sont pas forcément utilisés ou pas forcément utilisés tout le temps
et qui pourrait, avec un règlement particulier, être mis à disposition d'autres usagers que ceux de la copropriété, par exemple, moyennant finance, pourquoi pas, ce qui pourrait apporter un revenu à la copropriété. Enfin, il y a des systèmes à inventer comme ça, qui sont des systèmes qui permettraient de mieux utiliser l'espace et du coup de moins en utiliser ailleurs, puisque celui-là est sous-utilisé, autant essayer de lui trouver un usage optimisé. Ouais. Et alors, il y a quelques semaines, on avait interviewé aussi Ingrid Napi, qui est donc chercheur, qui a fait aussi une réflexion, on ne va pas dire similaire, mais aussi une enquête sur le logement, le bureau post-Covid. Et il y avait certaines notions qui étaient apparues assez intéressantes. C'était notamment dans l'une des préoccupations aujourd'hui des salariés qui occupent le bureau, c'était aussi ce besoin de se sentir en sécurité par rapport à l'hygiène, par rapport au cadre, aux conditions de travail, et aussi une grosse volonté de retour au bureau individuel. Alors que, bon, ça peut-être s'attendre à l'inverse en disant les gens en ont marre du télétravail, ils veulent retrouver leurs collègues dans un open space et une machine à café. Mais en fait, non, il y a vraiment besoin comme si on avait redécouvert les qualités de l'espace individuel. Et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le logement post-Covid doit aussi donner la possibilité de se retrouver seul, puisque finalement, il y a certaines personnes qui ont retrouvé une qualité à se retrouver seul. Donc, je peux vous inviter nos auditeurs de réécouter, c'était il y a quelques semaines, alors je ne peux pas dire la date exactement, mais c'était une enquête assez intéressante partagée ici avec Ingrid Napi. Moi, j'avais d'autres questions. C'est même une Sur le question. bureau, moi, juste ce que je Ouais. voudrais dire là-dessus, c'est que je crois que le bureau paysager n'a jamais été bien accepté. C'est-à-dire que, en fait, ce sont les entreprises qui l'ont imposé pour des questions de coûts immobiliers. C'est-à-dire que quand on met des gens sur un plateau paysager plutôt que dans des bureaux partagés, plutôt que dans des bureaux individuels, ça prend beaucoup moins de place et donc en termes de mètres carrés, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, même si l'espace partagé, commun, etc., a augmenté, donc il y avait vraiment une question économique. Mais il me semble, en tout cas, des études que j'ai lues, que pour des questions de bruit, pour des questions de confidentialité, pour des questions de confort, simplement ouais, de privatif, enfin, d'intimité peut-être, le bureau paysager n'a jamais vraiment connu un Oui, grand succès en France. oui, et d'autant moins avec le confinement, c'est de manière assez étonnante. Et puis, dans les bureaux privés, on n'est plus obligé, on n'est pas forcément obligé de mettre un masque aussi. C'est aussi ça. Oui, alors il y a ça, c'est vrai, bon, ça joue. Je ne sais pas si c'est ça qui jouait le plus, mais cette volonté de dire stop, une manière aussi de réagir par rapport à cette grande mode du flex office. Il y a encore maintenant, hein, et ça, c'est quelque chose où se plaignent aussi certains. Mais le flex office va peut-être se révéler extrêmement précieux parce que le flex office, c'était l'idée d'avoir moins de bureaux qu'on avait de salariés puisqu'ils n'étaient pas là tous en même temps. Si il y en a la moitié ou la totalité qui télétravaillent 2 ou 3 jours par semaine, on n'a plus besoin d'avoir autant de postes que de salariés, c'est Ouais, évident. tout à fait. Alors, j'ai une question un peu cruciale qui est presque la question centrale. Comment pourrait-on accompagner les acteurs du cadre de vie, notamment les promoteurs, les bailleurs, et puis même les architectes, les urbanistes, pour transformer durablement notre manière de travailler et aussi bien aussi les politiques. Alors, Euh, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait faire tous ensemble pour qu'on se saisisse de cette opportunité, ce changement, ce choc, et le faire, voilà, et le faire de manière durable? il me semble que la meilleure façon de se saisir de cette situation et d'en faire quelque chose, c'est d'abord de la documenter. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur le logement et la standardisation et peut-être la qualité médiocre de ce qui était produit, ça vient aussi d'habitudes très ancrées qui font que les promoteurs disent bah, nous, nos clients, on sait ce qu'ils veulent. Donc, on va leur donner ce qu'ils Voilà. veulent. Voilà. Et ça fait des années qu'ils leur donnent la même chose. Mais peut-être que, justement, au cours des années récentes et au cours de la dernière, eh bien, ce que veulent les gens a changé. Et donc, voilà,
déjà tenir compte de ça, c'est-à-dire documenter, c'est-à-dire interroger, c'est-à-dire concerter. Alors ça se fait, hein, c'est pas non plus révolutionnaire ce que je dis, mais peut-être que ça pourrait être fait de manière plus systématique. Et c'est beaucoup fait par les collectivités, c'est allé moins par les promoteurs, les bailleurs le font plutôt a posteriori. Donc voilà, documenter, documenter, documenter et renseigner la demande. Donc ça, nous, par exemple, l'idéal, c'est ce qu'on essaye de faire. On peut partager d'ailleurs un peu plus loin dans votre étude quelques regards, quelques analyses de qualité de vie sur les plans. Oui, ah oui, oui, bien sûr. Alors, j'ai envie de partager ça parce que je trouve ça très intéressant. Et donc, voilà, par exemple, nous, on est en train de mener cette étude sur 20 ans de production contemporaine. Donc, on a pris une soixantaine d'opérations immobilières livrées depuis les années 2000. Et puis, on a bâti un référentiel de qualité et on regarde et on mesure tout, c'est-à-dire la taille des pièces, la disposition, la manière de les traverser, comme j'expliquais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une cuisine fermable, pas fermable? Quelle est la surface vitrée par rapport à la totalité, etc. Donc, vraiment très précis. Et on va essayer de voir justement ce qui a été mieux ou ce qui est pire. C'est-à-dire que je ne préjuge pas des résultats. Il y en a dont on a un peu l'intuition, mais ça reste à prouver. Voilà ce dont je parlais tout à l'heure, par exemple, sur le schéma de droite, là, quand on traverse, sur le plan de droite, quand on traverse la pièce centrale, bah forcément, on ne peut pas la meubler au milieu. Voilà. C'est typique, Et mais ça, donc, c'est un grand classique. Hein. Effectivement, les architectes ne pensent pas forcément à ça, mais effectivement, ces logements, celui du milieu, par exemple, où on doit littéralement traverser le salon devient une espèce de circulation, finalement, qui est voilà, c'est ça. inhabitable. Donc, on est en train d'essayer de renseigner tout ça et on aura des résultats qu'on va publier en septembre qui rejoignent d'ailleurs le travail qu'a confié Emmanuel Vargon à Laurent Girometti et François Leclerc sur la mise au point d'un nouveau référentiel de qualité qui pourrait être une condition justement pour obtenir des aides publiques de la part des promoteurs ou même de la part des acquéreurs. Vous voyez là, par exemple, le plan, enfin, voilà, l'ouverture sur la façade est ridicule par rapport à la taille du logement. Et ça, c'est des plans réels, hein, c'est des plans qu'on a trouvés et qu'on analyse. Bon, il n'y a pas que ça, hein, il y a des choses tout à fait correctes aussi, heureusement, bien sûr. Mais voilà, donc ça, c'est des bases autour desquelles ensuite on peut discuter. Et je vais parler un peu pour ma paroisse, mais nous, on met en place une formation à partir du mois de septembre qui s'adresse justement aux élus, aux promoteurs, aux architectes, aux urbanistes, à tous ceux que ça intéresse en vrai. Et dont l'objet, c'est aussi de mettre ensemble tous ces gens-là qui travaillent ensemble, évidemment, mais souvent de manière conflictuelle, souvent, on connaît bien l'histoire, c'est-à-dire que le projet commence avec la bonne volonté de tout le monde, de faire de la qualité, de faire quelque chose d'intéressant, et puis au fur et à mesure que le projet avance, que le permis est déposé, que le chantier commence, il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Voilà. Et donc ça, dernière slide, c'est le fameux bilan dont je parlais tout à l'heure et qui ventile tous les postes qui sont pris en compte pour calculer le prix d'un logement. Donc voilà, je pense que c'est un peu bêta de dire ça, mais que le dialogue et le fait de mettre les gens ensemble pour réfléchir et pas uniquement pour faire un projet, parce que quand on fait un projet ensemble, chacun a ses intérêts et les intérêts sont divergents. Donc chacun défend les siens de façon corporatiste. Idéal, c'est un endroit où on voudrait que les gens viennent de façon non corporatiste pour discuter, pour apprendre, pour partager. Je passe un peu là-dessus parce que je trouve Ouais, ça ouais. intéressant, cette 5% de marge nette pour le logement locatif, social et 9,5 pour le logement libre. Voilà, j'ai envie de dire, c'est là que tout se passe, quoi. Finalement, c'est un peu la clé de tout ça. Il faudrait qu'on confronte cette analyse avec
un promoteur qui est au quotidien dans Alors moi, son je suis en démarche. train de, enfin, j'ai pour projet d'organiser une conférence entre un chercheur et un promoteur qui pourrait justement expliquer tout ça de manière claire, parce que le bilan, c'est un peu une boîte noire, hein. Personne Hmm. ne travaille vraiment à bilan ouvert. Et ben, j'ai beaucoup de mal. Bah, peut-être sujet de la Maison de l'Archi lance controverse. Hein, c'est pareil, c'est un événement qui sera en direct sur Facebook, mais qui sera en direct aussi, qui sera enregistré à la Maison de l'Architecture. Et l'idée, c'est de confronter deux points de vue, des acteurs qui ne sont pas forcément d'accord, et d'essayer de nourrir un peu la réflexion autour de ça. Donc, ça pourrait faire l'idée d'un sujet intéressant. Mais on a fait une conférence qui est en ligne sur le site qui s'appelle Le plus grand architecte, c'est Bercy, et qui confrontait justement Alexandre Néagou, le chercheur dont je parlais tout à l'heure, avec un promoteur, Jean-Raphaël Nicolini, et qui essayait de comprendre comment justement tout cet environnement de politique publique et de pratiques économiques des entreprises menait très mécaniquement à des petits logements pas terribles. Ouais, c'est ça. Non, petit logement, mais surtout mal fichu, quoi, parce qu'en fait, on est sur des trames de logement, des épaisseurs de logement qui avoisinent les 15 mètres, voire même parfois plus. Une seule cage d'escalier, donc c'est-à-dire qu'en gros, on a des appartements traversants au bout du couloir, Voilà. mais tous ceux qui sont au milieu, ils sont plus traversants. Il y en a forcément qui se retrouvent au nord, hein, parce que ce n'est pas tous orientés est-ouest. Et donc, du coup, on se retrouve avec des points comme ça. C'est vrai qu'il manquerait une espèce de charte. Je sais qu'il y a certains architectes qui ont mis en place une espèce de charte de logement, un peu de maison, pour imposer dès le départ, donner le ton dès le départ aux promoteurs sur ce qu'ils vont faire en termes de qualité de logement. Par exemple, ils se donnent l'obligation de mettre une fenêtre sur les paliers des circulations communes. Ils se donnent l'obligation de faire aucun appartement nord, tous double orientation, minimum, d'avoir un accès à un espace extérieur, soit collectif pour les petits appartements, soit privatif pour les grands appartements. Et donc, tout ce genre de chartes qui apparaissent, on voit certains architectes se le font eux-mêmes. Et c'est à se demander s'ils ne feraient pas en faire une commune, en fait, à tous les architectes pour pouvoir l'imposer, la proposer et l'imposer quasiment aux acteurs de la construction. Hein. Mais j'espère que le groupe de travail de Laurent Géométy et François Leclerc aboutira à ça. Enfin, c'est comme ça que je comprends le but de leur travail, c'est-à-dire d'avoir une sorte de minimum de qualité, mais un minimum assez élevé quand même, qui fait que, eh ben, si c'est pas ça, on construit pas, quoi. Parce que les architectes tout seuls, il me semble qu'ils sont pas de taille collectivement ou individuellement quand ils se retrouvent face à leurs clients, à leur maître d'ouvrage, ils sont pas forcément de taille à résister à des boîtes comme Nexity ou comme Bouygues Immo ou même à des aménageurs. L'aménageur, il est censé quand même défendre l'intérêt collectif, mais il a aussi ses intérêts financiers à défendre. Lui aussi, il a acheté un terrain, il l'aménage, il dépense de grosses sommes pour les équipements, etc. Et donc, il doit vendre ces terrains à un prix qui fait que son bilan est équilibré. Et s'il vend son terrain trop cher, il n'a plus ensuite aucun pouvoir de négociation. Donc, moi, je trouve que c'est très intéressant aussi d'aller observer justement le rôle de chacun et où se trouve chacun dans la chaîne de production. Et peut-être que ça, c'est la place de chacun qu'il faudrait un peu modifier. Mais je pense que je ne suis pas absolument pour l'encadrement, la réglementation à tout prix, mais sans réglementation, je pense que Ouais, collectivement ou individuellement, les architectes ne sont pas de taille. c'est ça, ouais. Mais c'est ça, on en arrive souvent à cette conclusion-là, c'est qu'il n'y a que la loi finalement qui impose les choses et qui fait avancer. Est-ce que, je ne sais pas si les auditeurs ont une dernière question à poser à Catherine Sabat, qui, je rappelle, est déléguée générale de l'IDEAL, qui vient de présenter une magnifique étude sur le logement post-Covid. En tout cas, pour moi, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'il y a des préoccupations qui ont été émises par les habitants et qui corroborent tout ce pourquoi les architectes se défendent depuis pas mal d'années maintenant. Et c'est un peu sur ça que moi j'ai envie de sauter sur l'occasion
sur ce moment-là pour faire en sorte qu'on ait des vrais outils, des vraies armes pour imposer une qualité de logement à tous ceux qui le font. Non, mais le plus étonnant quand même dans l'histoire, c'est qu'effectivement, les architectes connaissent tout ça par cœur, le défendent depuis des années, et puis n'arrivent pas à l'imposer, quoi. C'est-à-dire que les promoteurs et les bailleurs sociaux, dans une moindre mesure, mais quand même, aujourd'hui, la moitié du logement social est fabriqué par des promoteurs privés. Donc, les promoteurs devraient aussi avoir en tête, ça devrait être leur raison d'être. Il y en a qui se disent des entreprises à mission, ben, qui s'imposent ça comme mission, de faire des logements où il est agréable d'habiter et où on a envie d'habiter. Ce serait quand même l'essentiel. Et Voilà. justement, alors, ça rejoint une remarque de Thibaut Chaliez qui la pose en direct. Cela me rappelle le jour où Chaplin, alors acteur, est devenu producteur lorsqu'il a découvert les coulisses de la production. À quand des architectes promoteurs? Il y en a, hein, il y en a Oui, il y quelques-uns. en a de C'est plus en pas plus. tellement autorisé par la loi, il faut deux sociétés, il faut des Oui, gérants voilà. différents, etc. Mais il y en a, et justement, bah, ils sont plutôt heureux parce qu'ils se disent, voilà, je choisis ce que je veux et je fais ce que je veux. Après, ils apprennent ce que c'est aussi qu'un risque financier. Parfois, certains dorment un peu mal la nuit pendant un certain temps. Mais voilà, c'est peut-être une solution, s'inventer sa commande, en fait. Voilà, ou bien faire en sorte que certains architectes bifurquent un peu vers ce métier-là. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'un beau bâtiment, c'est 50% maître d'ouvrage, 50% l'architecte. C'est pas Bien sûr. vraiment. Et donc, il y a tout autant de vertu à être maître d'ouvrage qu'à être maître d'œuvre. Mais Être bon maître d'ouvrage ou bon maître d'œuvre. voilà. On en voit beaucoup arriver, on en voit certains. On rend compte que certains architectes, il y a quand même pas mal de gens qui sortent des écoles, qui ne trouvent pas forcément le moyen de s'épanouir dans ce métier, passent côté maîtrise d'ouvrage et font des choses plutôt pas mal pour avancer les choses. Non, non, mais c'est vrai que je dis souvent les promoteurs ou les bailleurs, c'est pas une entité unique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises de différentes tailles et dans les entreprises, il y a beaucoup de personnes qui d'ailleurs passent du secteur public au privé et réciproquement. Donc, par rapport à il y a 10 ans, la culture est quand même mieux partagée. Donc, je pense qu'il y a des choses qui s'améliorent aussi, et il faut le dire. Donc, juste pour dire que toutes nos études, en tout cas, sont en ligne sur le site. Alors, c'est quoi l'adresse du site? Donc, c'est idheal.fr, et que cette fameuse étude sur la qualité du logement, on aura les résultats, je pense qu'on les communiquera en septembre et je Très pense que bien. ce sera intéressant. Parfait. Ben, merci Catherine Saba d'avoir partagé avec nous cette enquête. Ben, Très merci de instructive. m'avoir reçu. C'était un plaisir. Voilà, ce sera le monde d'après, hein, peut-être qu'il va changer. En attendant, bah, nous allons retourner au travail, hein, dans nos chambres, pour certains, et concevoir des logements, des meilleurs logements pour demain. D'ici là, je vous souhaite un bon déconfinement, puisque c'est l'heure, ça y est. Et on vous donne rendez-vous donc, le 14 juin à 13 h pour un autre entretien qui sera avec Alexandre Mizoff sur la construction hors site. Donc, un autre sujet très intéressant à voir ici, donc le 14 juin à 13 h. Merci, à très bientôt. N'hésitez pas pour écouter, revoir si sur ce Facebook Live ou sur ce compte Facebook ou sur le compte YouTube de la Maison de l'Architecture. Vous pouvez revoir toutes les conférences qu'il y a eu depuis le confinement, le premier. Et on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée.